Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marqué à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution? Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. La dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Combattants de l'indépendance,
aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. The concept of a black man is one who recognizes his cultural, his historical, and the roots of his great ancestors who were the greatest warriors on the face of this earth. Africans, Africans, Africans. Many of our people's minds have been whitewashed. We're going to take time and patience with our people because they're ours. They're ours. All of the Uncle Toms, we're going to sit down and we're going to talk. And when they stop, and we're going to try to bring them home. And if they don't come home, we're going to off them. That's all. We have to recognize who our major enemy is. The major enemy is not your brother, flesh of your flesh, and blood of your blood. The major enemy is the hunky and his institutions of racism. That's the major enemy. That is the major enemy. We talk about survival, that's all. They can cut all that junk about poverty program, education, housing, welfare. We talking about survival, and brothers and sisters, we gonna survive America. We gonna survive America. We gonna survive America. We need each other. We have to have each other for our survival. We have to have a black united front. Is what we're about. Our black united front is what we're about. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close a chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. You make my point. That as long as a white man does it, it's all right. A black man is supposed to have no feelings. But when a black man strikes back, he's an extremist. He's supposed to sit passively and have no feelings, be nonviolent, and love his enemy. No matter what kind of attack, be it verbal or otherwise, he's supposed to take it. But if he stands up and in any way tries to defend himself, then he's an extremist. Well, anytime you live in a society supposedly based upon law,
and it doesn't enforce its own law because the color of a man's skin happens to be wrong, then I say those people are justified to resort to any means necessary to bring about justice where the government can't give them justice. In my opinion, the young generation of whites, blacks, browns, whatever else there is, you're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. Don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. Mais alors, je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact, ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore, qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste.
j'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste à son stade actuel est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère incapable de fonder une morale individuelle. Quand j'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers, il paraît qu'il y a des Martiniquais et très assimilés qui ont été tout à fait vexés, tout à fait offusqués. Mais c'est ça le fait premier. Et il faut pas en avoir honte. C'est ça la vérité. Si quelqu'un doit en avoir honte, ce seront ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon. Comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte qu'il s'agit d'une société coloniale et raciste? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui a été restituée par des gosiers selon les règles implacables de la phonétique africaine et agglutinée entre eux selon les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident. Autrement dit, si on ne peut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora. Victor Hugo, le grand Victor Hugo, que nous aimons, il écrit au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme. Le blanc a fait du noir un homme. Au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Vous voyez, c'était la mentalité européenne. C'est ce complexe de supériorité et qui traduit en même temps le mépris de l'autre. Mais dans votre texte, n'oubliez pas de citer ce texte de Victor Hugo, oui, qui permet de bien comprendre mon attitude. Donc nous avons colonisation, on a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis on est maintenant, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans.